Bonjour, nous sommes le vendredi 6 novembre 2020, ce qui veut dire que le prochain vendredi sera un vendredi 13 et j'espère que nous serons toujours là pour en parler. C'est pourquoi je vais appeler mon petit exposé, je vais l'appeler l'Amérique ou les États-Unis et le monde en piteux état. Je vais expliquer pourquoi, mais vous n'aurez peut-être pas besoin de beaucoup d'explications, malheureusement. Je vais d'abord parler des États-Unis, de la situation en ce moment même, et puis je ferai une réflexion un peu générale sur, voilà, sur le monde et surtout ce qu'on peut en dire et ce qu'on peut faire, parce que c'est quand même ça qui compte. Alors les États-Unis, où en sommes-nous? Les élections ont eu lieu le 3 novembre, il y a 3 jours. Nous savions que, vu le système américain, on n'aurait pas les résultats tout de suite, surtout si les résultats sont serrés. La question se pose aujourd'hui, est-ce qu'un pays occidental, il faut ajouter occidental, et je vais vous dire pourquoi, est-ce qu'un pays occidental peut se payer voilà, le système électoral que l'Amérique a. Mais quand je viens de me sentir obligé de dire occidental, et alors je vais peut-être vous parler d'une incise qui, voilà, vous savez, mes exposés, il y a toujours énormément d'incises, j'essaie de m'y retrouver à la fin. Mais ce qui me vient, c'est la chose suivante, c'est qu'hier dans le monde, c'est passé malheureusement assez inaperçu. Excusez-moi pour le retrouver ce matin, j'ai dû aller plonger dans les oubliettes, j'ai dû même faire la fonction recherche, mais il y avait un article très intéressant de M. Aguillon et des messieurs Artus, deux économistes français. Monsieur Aguillon, malheureusement son prénom m'échappe, mais Monsieur Artus et Patrick, tous les deux connus. Monsieur Aguillon est professeur au Collège de France d'économie, c'est un bon économiste. Monsieur Artus est un excellent économiste qui travaille chez Natixis et dont je lis toujours avec beaucoup d'intérêt les analyses, dont vous aurez remarqué que la teneur ressemble en général aux miennes, à la teneur des exposés que je fais moi, ce qui est rare parmi les économistes ayant pignon sur eux. Et qu'est-ce qu'ils disaient dans leur article, malheureusement passé assez inaperçu, qu'il fallait que nous nous alignions sur le modèle chinois. Alors, c'est quand même assez neuf qu'un professeur d'économie au Collège de France et qu'un voilà, un économiste en chef d'une grande banque française nous propose de nous aligner sur le modèle chinois, en particulier pour ce qui est de la gestion d'une pandémie. Ces messieurs ont fait la même analyse que moi dans la série de conférences que je viens de terminer. Il s'appelait l'après-Covid. Bon, on appelé ça comme ça au printemps dernier. Le modèle qu'on utilise dans nos pays ne marche absolument pas. Et les États-Unis en offrent l'illustration la plus flagrante, c'est-à-dire bon, qu'on peut caractériser rapidement en 3 pas en avant, 2 pas en arrière, qui est catastrophique dans le cas d'une pandémie. Alors, s'agit-il d'incompétence de nos gouvernements? Peut-être partiellement, mais surtout c'est notre modèle économique et politique qui est tout à fait inadapté à des crises. L'ultralibéralisme ne permet plus de gérer un problème massif et général à l'échelle d'un État ou même à l'échelle de la planète, dans ce cas-ci, ne permet plus de le gérer. Pourquoi? Parce qu'on a oublié la planification. Parce qu'on ne sait plus où on en est et donc on ne sait plus où on doit aller, et puis parce qu'il n'y a pas de visée générale, il n'y a pas de vision. Ce qui frappe dans nos pays essentiellement, c'est le fait que les ministres disent des choses contradictoires. L'un dit ceci, l'autre jour c'était un porte-parole du gouvernement en France qui disait une chose et aussitôt plusieurs ministres disaient non, non, c'est pas du tout comme ça. C'est un manque de coordination. Bien sûr, d'où est-ce que ça vient? C'est la main visible d'Adam Smith. Chacun fait ce qu'il a envie de faire et tout va bien marcher de cette manière générale. Comme disait Adam Smith, l'intérêt général,
sera mieux assurée par chacun cherchant son intérêt bien compris. Ça marche, ça marchait en 1776 à l'époque où il écrivait ça, dans un monde peu peuplé, où l'échelle on faisait des choses, c'était pas le flux tendu entre la Chine et nous pour des produits, c'était effectivement, il pouvait, quand il disait le boulanger, le boucher et le brasseur, il avait couvert à peu près toute l'activité économique de la petite ville à laquelle il pensait. Le monde n'est plus comme ça et voilà, je vais y revenir. J'avais parlé d'abord des États-Unis. Alors, les États-Unis, oui, avec un système électoral à plusieurs étages, j'ai expliqué ça dans ma dernière vidéo. C'est lié à l'histoire du pays, où les pays se sont fédérés entre eux pour créer une nation, chacun venant avec ses propres exigences, avec un souci général que ceux qui sont grands surface et qui sont peu peuplés aient quand même une voix au chapitre. Et ça nous donne ce système avec de délégations successives à tous les niveaux, de grands électeurs qui décident de tout, pour une élection présidentielle en particulier. Avec encore la possibilité, au nom de la liberté individuelle, qu'ils prennent une décision qui n'est pas celle des gens qui les ont mis en place. Un système un système à l'Adam Smith, un système du XVIIIe siècle, de la même époque. Ça tombe bien, puisque je viens de dire 1776 pour Adam Smith. C'est l'époque de la révolution, de la guerre d'indépendance des États-Unis. Et qu'ils obtiennent à cette époque-là. Et il leur faut une dizaine d'années pour produire finalement, la Constitution est votée, si j'ai bon souvenir, en 1789, l'époque de la Révolution française, l'année de la Révolution française. Et donc un système qui est formidable quand tout le monde est d'accord un peu sur les principes généraux. Ça ne marche pas toujours. La preuve, la guerre de ce que les Américains appellent la guerre civile, à très juste titre, et que nous appelons la guerre de sécession, quand une partie des États qui s'attachent à un système esclavagiste veulent rester dans ce système. Donc ça ne marche pas à toutes les époques. Et dans une époque comme celle qui est maintenant, celle d'une très très grande polarisation dans la population, ça ne marche absolument pas du tout. Si vous achetez, si vous trouvez le moyen d'acheter mon livre qui est paru hier, le deuxième épisode de ce que j'ai appelé la chute de la météorite Trump. Le premier épisode s'appelait Un objet populiste mal identifié, le second tome s'appelle Haute trahison. Mais si vous obtenez un exemplaire de ce livre, vous allez voir une image. C'est une image faite par des mathématiciens. On a représenté les gens qui se disent républicains et qui se disent démocrates, et on leur a posé des questions je dirais, centrales sur la vie quotidienne, sur la politique, sur la manière de gouverner les choses, et on les a représentés sur une surface. Voilà. Et quand vous regardez, je sais pas, vous allez dans les années 60, vous avez cette image qui était celle d'ailleurs de l'Europe sur les États-Unis, que démocrates et républicains, c'est à peu près la même chose. Et effectivement, vous voyez des points bleus et des points rouges mélangés de manière assez homogène. Et puis au fil du temps, vous voyez les deux masses de points se regrouper chacune d'un côté. Quand on est dans les années 90, on a encore des indépendants, si vous voulez. Il y a encore les deux masses sont encore reliées par un certain nombre de personnes qui se trouvent entre les deux. Quand vous arrivez en 2010, vous avez deux nuages distincts de points. Tous les bleus sont d'un côté, tous les rouges sont de l'autre, et il n'y a plus rien au milieu. Il y a un vide. Voilà. Il n'y a plus de gens intermédiaires. Il n'y a plus de gens qui représentent plus ou moins bien les vues de leur parti. Non, ce sont deux camps dressés l'un en face de l'autre, et c'est ce que nous voyons ces jours-ci. Et ce sont deux camps qui sont de force à peu près équivalentes, et qui, vous pouvez voir,
ils se traitent mutuellement de fascistes et de communistes, c'est-à-dire qu'on est retombé. Il y a plus de respect, il y a plus de respect pour le camp d'en face. Et c'est ce que nous voyons en ce moment. Monsieur Trump considère que tous les votes en sa faveur sont des votes légaux, légitimes, et que tous les votes pour son candidat, l'autre, son rival, sont des votes illégitimes, résultat de la fraude, etc. Il vaut mieux pour le moment être dans la position de Monsieur Biden qui va probablement l'emporter, mais pas mais de justesse probablement, que Monsieur Trump qui est essentiellement lâché par ses alliés. La chaîne Fox News, qui était son porte-parole quasi officiel, a provoqué sa colère l'autre jour quand elle n'a pas embrayé, quand au soir du 3, il a déclaré sa victoire. Fox News a dit non, c'est pas le cas, c'est pas encore le cas. Il s'est fâché très fort. Sa famille maintenant, ses proches, en particulier son fils Donald Jr. et Eric, essaye de rallier les troupes républicaines, essaye que les grands sénateurs, en particulier les grandes figures du Parti républicain, se rassemblent autour de son père et confirment sa victoire. Et là, c'est le grand silence. Ce qui s'est passé hier, c'est que au moment d'une déclaration de M. Trump, des chaînes qui relayaient l'information, qui étaient là à filmer, ont interrompu leur retransmission. C'était cette bonne guerre. Monsieur Trump, depuis 4 ans, appelle la presse, de manière générale, l'appelle l'ennemi du peuple, ce qui évidemment crée une certaine ambiance. Monsieur Trump fait ce qu'il avait dit qu'il allait faire, que s'il perdait l'élection, ce serait un coup d'État mené par le deep state, selon ces termes, contre lui. En fait, chacun s'arrange pour qu'en fait que le processus démocratique puisse avoir lieu dans le cadre qui est celui qui est le sien, avec des comptages extrêmement longs, parce que des États ont dans leur réglementation qu'on ne peut pas compter les bulletins de vote par correspondance avant que l'élection ne soit terminée. Résultat, ça fait monter la tension, bien entendu, entre deux camps qui sont devenus des camps tout à fait polarisés. Alors, avec un peu de chance, on connaîtra les résultats de la Pennsylvanie aujourd'hui. Ils seront décisifs. Si monsieur Biden obtient la Pennsylvanie, il a gagné. Et monsieur Trump a perdu parce que monsieur Trump a absolument besoin de la Pennsylvanie. Monsieur Biden pourrait s'arranger pour avoir gagné avec la combinaison d'autres États qui sont toujours un peu en suspens, comme l'Arizona, la Géorgie, j'en oublie quelques-uns, la Caroline du Nord, mais monsieur Trump a besoin de la Pennsylvanie. Il a un retard, il est dans les 210 voix. Monsieur Biden est dans les 250, la victoire est à 270, donc monsieur Biden est beaucoup plus près. Et M. Trump, en fait, a essentiellement besoin de pratiquement tous les États qui ne se sont pas encore prononcés, alors que Biden peut gagner sur différentes combinaisons encore, et en particulier s'il a la Pennsylvanie, c'est réglé pour lui, il dépasse à ce moment-là le quorum nécessaire. Mais il peut se passer encore pas mal de choses. Le 3, quand j'ai fait une vidéo, j'ai dit s'il n'y a pas de mort dans les 48 heures, ce sera déjà pas mal. On est 48 heures plus tard, il n'y a pas eu de mort, c'est un miracle avec une population aussi montée, les deux parties de la population aussi montées les unes l'une contre l'autre. On est dans une situation extrêmement compliquée. Voilà, ce qui me permet ma transition vers ce que je voulais dire ensuite. Vous vous souvenez sans doute au début de la pandémie, vers le mois de mars, disons, avril, la presse s'est tournée vers les collapsologues, les gens qu'on appelle les collapsologues, leur a posé la question où est-ce que ça s'intègre, ce qui est en train de se passer dans votre représentation d'une société en effondrement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Et là, il y a eu tout le monde l'a remarqué, je l'ai remarqué aussi,
il y a eu un grand silence, il y a eu des entretiens, et dans les entretiens, essentiellement, bon, les figures de proue du mouvement ont dit, ben, je ne sais pas trop. Ce qui n'était pas ce que le public attendait de personnes qui se décrivaient comme les scientifiques de processus d'effondrement. On pouvait se poser la question légitimement de savoir si, voilà, si une pandémie de ce type-là faisait partie du processus d'effondrement. Dans la série de conférences, de 6 conférences que je viens de faire à l'Université catholique de Lille, j'ai posé la question, effectivement, est-ce qu'on est dans un processus d'effondrement? Messieurs Aguillon et Artus ont le bon goût aussi de poser la question. C'est pas vraiment à ça qu'ils s'adressent dans leur article, mais enfin bon, ils ne peuvent pas s'empêcher d'en parler sérieusement. Là, ce qu'ils essayent de dire, c'est que si on veut sauver l'économie, il faut d'abord éradiquer le virus. Bon, c'est la thèse que je défends sur le blog avec un certain nombre de personnes qui me rejoignent là-dessus depuis le mois de février, donc ça fait un moment. Pourquoi ce silence des collapsologues sur ce qui se passe en ce moment? La réponse est peut-être justement dans le fait que dans ces 6 conférences, la dernière, je l'avais appelée, les premières c'était l'environnement, l'économie, l'Europe et la France, etc. Enfin bon, des thèmes évidents. La dernière, je l'avais appelée le retour des utopies, point d'interrogation. Et là, j'ai pu parler de la collapsologie, parce qu'en réalité, ce qui apparaît, c'est que c'est un discours d'après l'effondrement. C'est une utopie pour ce qui aura lieu après l'effondrement. Et finalement, donc, ce qu'on a pu constater, et qui est sans doute le cas, c'est que le collapsologue ne s'intéresse pas à l'effondrement. Il s'intéresse à la société qui pourrait apparaître après, d'où leur silence maintenant. Mais ça pose la question de qui va parler alors, qui va parler de l'effondrement, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui en parlent. Et il y en aura en particulier, si j'ai bon souvenir, c'est le 9 et le 10 décembre, donc c'est voilà, dans un mois, aura lieu à Paris, j'allais dire aura lieu à Paris parce que c'est comme ça que c'était organisé jusqu'à avant-hier, ça aura lieu bien entendu sur la toile. Et donc l'avantage c'est que vous ne devrez pas être à Paris pour venir assister à ça, vous pourrez simplement suivre le lien sur Zoom ou enfin sur ce qu'on aura décidé de faire, et vous pourrez assister à ce colloque qui s'appelle le discours prophétique. Et qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement, on a invité les personnes qui avaient annoncé la crise des subprimes. Et donc j'aurai l'occasion de me retrouver en compagnie en distanciel avec Madame Anne Pettifor, avec Monsieur Steve Keen, avec Monsieur Marc Farber. Il manque un certain nombre de personnes. Il manque essentiellement, il manque pas grand monde en fait. Il manque Monsieur Nouriel Roubini. Je ne sais pas si on l'a demandé de venir, mais enfin, il n'est pas sur la liste. Et il manque Monsieur Godley qui est malheureusement décédé entre-temps. Mais sinon, on serait pratiquement tous là. Mais le plus remarquable, à mon sens, c'est que c'est sous le signe de la prophétie. Comment est-ce qu'on appelle les gens qui parlent vraiment de l'effondrement? On les appelle, on leur donne pas un nom de scientifique, on les appelle pas collapsologues ou autre chose, on les appelle les prophètes. Et j'ai dû un peu me défendre d'ailleurs contre le cadre qui avait été défini, parce que on était présentés voilà, comme des gens qui relèvent davantage de la religion que de la recherche scientifique. Ce qui n'est pas le cas si vous regardez les personnes dont on parle. Monsieur Farber, c'est vraiment quelqu'un de, voilà, sur les marchés. C'est plutôt un analyste financier. Monsieur Roubini, c'est plutôt un économiste. Il faudra ajouter dans la liste, il faudra ajouter Monsieur Robert Reich, qui était, qui était plutôt un politique, mais qui a parlé de la crise des subprimes depuis très très longtemps. Mais alors, sous quelle égide sommes-nous? Celui de la prophétie. Le sous-titre, c'est un petit peu moi sans doute qui est un peu poussé à ce qu'on le modifie. Maintenant, il est devenu intuition, prévision, réforme. Parce que j'avais insisté quand même, et en particulier quand on m'a demandé le nom un titre pour mon intervention, j'ai dit les 100 obstacles à franchir pour une prévision exacte. Parce que moi je ne considère pas qu'on est dans la prophétie. Le problème, c'est un problème, je dirais, là c'est un problème du monde. C'est pourquoi est-ce que les prévisions exactes ne sont pas considérées comme des prévisions? Pourquoi est-ce qu'elles sont dismissed, comment dire? Pourquoi est-ce qu'on les rejette?
On les rejette parce qu'on ne veut pas les entendre. Parce qu'en général, pour avoir une vue d'ensemble, il faut être un généraliste, donc on n'est pas un spécialiste d'un domaine particulier, donc les gens de la discipline ne vont pas vous défendre, les économistes ne vont pas me défendre moi, et ainsi de suite. Il faut tenir un discours généraliste et il faut apporter une mauvaise nouvelle. Et là aussi, les mauvaises nouvelles, on n'en veut pas. Euh, et là, je faisais la remarque l'autre jour. Je voyais quelqu'un qui disait, mais vous êtes un alarmiste, vous êtes un alarmiste sur ceci et ça. Et je me dis, bah, toi, tu es la personne qui, la prochaine fois, dans 3 mois, dira, mais monsieur Jorion, pourquoi personne ne vous écoutait? Personne ne nous écoute parce qu'on nous appelle alarmistes au moment où on fait des prévisions qui seront exactes. Alors, oui, il y a une place à prendre à la place des collapsologues, pour parler de l'effondrement. Ce sont les porteurs de mauvaises nouvelles qu'on appelle prophètes également. On essaye de faire notre métier. Il faut attendre 10 ans plus tard pour qu'on fasse un petit événement. On essaie de comprendre qui nous étions et surtout nous rassembler. C'est dommage que je ne pourrais pas serrer la main avec à M. Steve Keen, à Mme Petitfort, à M. Farber, dont lui, il se débattait essentiellement contre contre les gens qu'on appelle les gens des marchés, moins il était moins connu de l'opinion générale, mais sur les marchés financiers, c'était quelqu'un de très grande réputation et il mettait sa réputation en danger en annonçant ce qui allait véritablement se passer. Alors, un monde en piteux état. Ce n'est pas le cas de la Chine, comme M. Artus et M. Aguillon essayent de nous en convaincre. On risque fort dans un monde qui est un monde en effondrement qu'il y ait un endroit qui ne s'effondre pas. Le seul danger pour cet endroit-là, c'est qu'il devienne à ce point, je dirais, société de termites, qui ne reste pas grand-chose comme liberté pour les personnes. Et autre danger, c'est qu'une des grandes nations, les États-Unis en particulier, qui sont là à s'effondrer et qui tombent en vrille, et la tentation d'utiliser leurs armes nucléaires. Je suis une des rares personnes à alerter en ce moment contre le danger thermonucléaire comme étant le danger principal. Pourquoi? Parce qu'il y a ces stocks qui n'ont pas été utilisés et parce que dans une situation d'effondrement, la tentation d'incriminer le voisin plutôt que de faire son autocritique est très très grande et que donc il y a un danger véritable qu'une de ces nations en péril, qui tombe en vrille, n'ait la tentation de régler son compte aux autres en considérant que c'est de sa faute, De la même manière que M. Trump considère que c'est la faute de M. Biden s'il se trouve dans sa mauvaise posture. Et donc le danger est là véritablement là. J'ai essayé de faire un petit panorama en partant des cas tout à fait particuliers, en allant vers une réflexion générale. Voilà, je vais arrêter là et je vous tiens au courant de ce que les prophètes, véritables collapsologues, font, c'est-à-dire de la recherche scientifique sur ce qui est en train de se passer, et en essayant d'en tirer des conclusions, et non seulement des conclusions, mais des conclusions qui soient acceptables par les deux camps en présence et qui se polarisent toujours davantage. Il ne s'agit pas de faire plaisir aux uns et aux autres, mais de tenir un discours qui soit à ce point, je dirais, grave, sérieux et respectant les règles qui se donnent, qui puissent être entendues de part et d'autre. Voilà, allez, à bientôt.